Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau d'opinion Maître Ibrahima Diawara. Il est avocat à la Cour et conseil de l'ancien président tchadien Hissène Habré. Bienvenue à vous, Maître. Merci, madame, de votre invitation. Oui. Maître Diawara, nul besoin de vous présenter. Alors, nous allons démarrer tout de suite les questions. Ce 9 janvier, s'est tenu le procès en appel de l'ex-président tchadien Hissène Habré. Dans un communiqué que vous avez signé dans la presse, vous parlez d'un procès sans appel. Pourquoi? Oui, je vous remercie, madame. C'est vrai que le 9 janvier, la Chambre d'appel des Chambres africaines extraordinaires a tenu une audience qu'on a appelée une audience d'appel, suite à la décision qui a été rendue le 30 mai par les chambres africaines de première instance. Oui. Nous avons signé ce communiqué parce qu'on nous avait parlé de le président Hissène Habré avait la possibilité d'une nouvelle chance en appel. Et nous nous sommes rendus compte que, en fait, en matière d'appel, il n'y en a pas eu. Oui. Parce que, vous savez, quand on parle d'appel, ça veut dire qu'un procès sera examiné à nouveau par d'autres juges en seconde instance, où on prendra le procès du début à la fin pour reprendre tous les actes qui ont été posés par le premier juge. L'audition des témoins, l'audition des parties civiles, les experts, pour que ces juges d'appel rendent une nouvelle décision fondée sur des faits qui ont été exposés en appel. Mais on s'est rendu compte dans le cas d'espèce qu'on a dit Chambre africaine extraordinaire d'appel, mais on s'est rendu compte que malheureusement, ce que nous avons vu, en fait, on ne peut pas le donner le nom d'appel, parce que des juges sont venus en disant aux avocats commis d'office, écoutez, la procédure d'appel va se limiter simplement à vous entendre sur les greffes que vous avez sur le jugement qui a été rendu, mais vous n'aurez pas le droit de faire citer des témoins, vous n'aurez pas le droit de faire citer des parties civiles, vous n'aurez pas le droit de faire citer les experts et toutes les parties qui ont été entendues en première instance. C'est pour cela que nous avons estimé qu'en réalité, comme nous l'avons toujours dit, les chambres africaines étant extraordinaires, voilà un appel qui se tient. Et comme on le dit souvent, l'appel est une procédure de second degré. C'est-à-dire les faits sont jugés à nouveau dans les mêmes conditions, à la différence simplement que c'est des nouveaux juges qui doivent étudier tous les éléments avec un nouveau regard, un nouveau examen pour rendre une décision. Et malheureusement, on est toujours dans la logique des chambres africaines extraordinaires, c'est-à-dire la logique qui consiste à vouloir tenir une justice sans équité et sans respecter les règles élémentaires qui fondent un procès pénal. Si tel était le cas, pourquoi tenir ce procès en appel? Vous savez, le procès en appel, simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient prévu un procès en appel. Oui. Avant l'ouverture de l'audience du 9 janvier, les juges ont reçu les avocats commis d'office. Ils ont tenu ce qu'on a appelé une conférence de mise en état, où les juges leur avaient dit, c'est vous qui avez fait appel, nous sommes à votre disposition pour voir quels sont les moyens que vous voulez pour soutenir votre appel. Dites-nous les parties civiles que vous voulez entendre, dites-nous les témoins que vous voulez faire citer, dites-nous les experts que vous voulez faire entendre et nous prendrons les dispositions pour vous mettre dans les conditions de soutenir votre appel. Malheureusement, quand ils ont quitté la conférence de mise en état, les juges sont venus à l'audience publique pour leur dire, écoutez, désormais tout ce que nous avions dit à la conférence de mise en état ne se fera plus, il n'y aura plus aucune partie qui sera entendue. Et la raison simplement, madame, c'est que c'est un problème de budget. C'est-à-dire ceux qui ont donné de l'argent ont estimé que s'ils recommençaient le procès comme un procès d'appel en respectant toutes les règles qui sont prévues par le Code de procédure pénale, parce que c'est le Code de procédure pénale sénégalais qui est appliqué, ils seraient au-delà de la limite que les Occidentaux qui ont donné l'argent leur ont fixée, c'est-à-dire ne jamais dépasser la date du 30 avril 2017. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'en réalité, ce ne sont plus les règles de droit qui déterminent le procès, mais c'est les bailleurs de fonds qui fixent
les conditions et les limites dans lesquelles... Là, vous êtes en train de nous décrire une parodie de justice. Mais ça l'a été dès le début. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Pour l'appel. Regardez ce qui s'est passé. Le jugement a été rendu par un juge irrégulièrement nommé, le juge Amady Diouf. On avait dit que pour être juge dans les chambres africaines extraordinaires, il fallait au moins avoir exercé les fonctions de juge pendant 25 ans. On s'est rendu compte que le juge Amady Diouf n'a jamais été juge. Il est magistrat, d'accord, mais c'est un magistrat qui n'a été qu'au parquet et au ministère de la Justice. Il n'a jamais siégé dans une juridiction en qualité de juge, il n'a jamais rendu de décision de justice, et voilà celui-là qu'on choisit pour qu'il commence son apprentissage dans une affaire aussi importante que l'affaire Habré. Et quand cette affaire est allée en appel, quand les avocats commis d'office ont posé cette question au juge d'appel, en leur disant que le droit sénégalais dit quand une décision est rendue par une juridiction qui est irrégulièrement constituée, la sanction c'est la nullité absolue de la décision, les juges d'appel ont répondu en leur disant, écoutez, c'est vrai, le juge ne remplit pas les conditions, mais vous aurez dû en parler en première instance. En oubliant qu'en réalité, eux, juges d'appel, s'ils ont été choisis, c'est pour sanctionner toutes les irrégularités qui ont été commises en première instance. Mais ils renvoient les avocats commis d'office en leur disant, c'est vrai, le juge ne remplit pas les conditions, mais pour nous, vous aurez dû en parler en première instance. Donc nous, on ne peut pas statuer sur cette question. Et c'est pour ça qu'on a dit, c'est une parodie de justice. Et on s'est rendu compte que les juges d'appel, en réalité, ce ne sont pas des juges d'appel. Plus loin, votre analyse débouche sur un jeu d'enfant. Selon vous, qui est en train de jouer? Mais vous savez, le procès, j'ai l'habitude de dire souvent, on dit que c'est l'Union africaine qui a donné mandat au Sénégal de juger le président Hissène Habré. Oui. On se pose des questions. Depuis que le procès a commencé, est-ce que vous avez entendu une seule fois l'Union africaine parler du procès du président Hissène Habré? On ne les a pas vus à l'ouverture, on ne les a jamais entendus parler de ce procès dont le Sénégal a tenu au motif que c'est l'Union africaine qui lui a donné le mandat. Avez-vous déjà vu une seule fois une décision du président de la commission de l'Union africaine? Comme on dit que c'est le président de la commission qui est chargé de nommer les juges des chambres africaines extraordinaires. Avez-vous vu une seule fois une décision du président de la commission de l'Union africaine nommant les juges qui doivent composer les chambres africaines extraordinaires? Nous avons même lancé un défi au ministre de la Justice, Sidiki Kaba, en lui disant, comme les statuts disent que les juges doivent être choisis et nommés par le président de la Commission de l'Union africaine, on aurait voulu que cette décision soit publiée pour qu'on se rende compte que les juges ont été nommés conformément au statut. Mais on se rend compte que jusqu'à l'heure où on vous parle, il a été incapable de nous produire une quelconque décision nommant les juges des chambres africaines. Ce qu'on en sait, il s'agit simplement d'un communiqué de Human Rights Watch qui a été distribué dans la presse, disant que les juges Baragay, Maktar Ndiaye et le juge malien Ouagade ont été nommés par le président de la Commission de l'Union africaine. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un jeu d'enfant, parce que si vous avez des statuts qu'ils ont pris la précaution de voter, de ratifier et de publier, et d'estimer que le procès doit se tenir en conformité aux dispositions des statuts, si ceux-là ne sont pas en mesure ou ne sont pas capables de respecter les statuts qu'ils ont eux-mêmes signés, on se dit qu'en fait, il s'agit d'un jeu d'enfant, en ce sens que l'objectif visé, ce n'est pas de faire un procès où on respecte les règles. L'objectif, tout le monde le sait, c'est qu'il y a les ennemis du président Hissène Habré qui voulaient, sous le couvert d'un procès, arriver à la condamnation. Et je pense que ce qui s'est passé en première instance nous a donné raison. Vous avez évoqué son nom tantôt, Maître Sidiki Kaba. Comment lui et Reed Brody ont rendu la décision préliminaire à ce que vous qualifiez de farce? Vous savez, dans une procédure, je pense que tout le monde sait comment une procédure se déroule. Une procédure se déroule, les avocats prennent ce qu'on appelle des conclusions, ils ont des arguments qu'ils déposent par écrit,
et ils viennent à l'audience publique pour le soutenir, et le juge, après les avoir entendus, il met cette affaire en délibéré pour rendre son jugement. Ouais. Dans la procédure d'appel, voilà une procédure d'appel dans laquelle les avocats commis d'office ont fait leur mémoire d'appel, ont saisi leur juge pour leur dire voilà, comme vous avez fixé l'audience au 9 janvier, voilà le mémoire d'appel qu'on souhaiterait déposer avec les arguments portant critique du jugement de première instance. Ouais. Et les juges, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant l'audience du 9 janvier, sans avoir entendu les avocats commis d'office, ils se sont réveillés un beau jour, le jeudi, veille de l'audience du lundi 9 janvier, pour rendre une décision préliminaire en disant aux avocats commis d'office, tous les motifs que vous avez soulevés, toutes les exceptions et les causes de nullité que vous allez soulever, nous les avons tous écartés et nous vous demandons simplement de venir le 9 janvier pour nous dire en réalité quels sont les motifs de fond que vous voulez soulever contre le jugement. Alors, quand un juge d'appel se comporte comme ça, qu'il ne prend pas la peine d'entendre les avocats à l'audience publique, parce que tout simplement, vous savez pourquoi ils ont évacué tout cela? Pour ne pas qu'on en parle à l'audience publique, parce que normalement, ils auraient dû attendre l'audience publique, entendre les avocats en public sur les arguments qu'ils ont soulevés avant de rendre une décision. Mais parce qu'ils ne voulaient pas que l'opinion publique entende le listing de toutes les violations, de toutes les irrégularités qui ont été commises par les juges de première instance. Et pour éviter que la presse se pose la question de savoir dans quel procès nous sommes, quand il y a en fait une cinquantaine d'irrégularités, quand ces gens ne sont pas capables de respecter les règles de procédure pénale, ne sont pas capables de respecter les statuts, ils en ont profité pour dire nous allons le régler en catimini par une décision préliminaire qui n'existe ni dans les statuts, qui n'existe ni dans le code de procédure pénale, en disant écoutez, vos moyens sont irrecevables, venez le 9 janvier nous parler d'autres jours, mais on ne parlera pas de ces exceptions. Et c'est pour ça que nous disons qu'en réalité, ces juges d'appel avaient une autre mission, mais ce n'était pas de rendre une justice. Si je vous suis bien, les avocats commis d'office sont encadrés par des magistrats africains et les juges étrangers. Sur quoi vous vous basez pour faire une telle affirmation? Non, vous savez, je m'étais dit que peut-être les chambres africaines extraordinaires prendraient la responsabilité pour montrer leur bonne foi de travailler en toute transparence. Oui. Malheureusement, c'est une justice sans transparence. Parce que tout simplement, si vous allez aux chambres africaines extraordinaires, vous verrez une équipe d'Européens, de ce qu'on appelle des doctorants, qui constituent en fait ce qu'on appelle une équipe de conseillers. Et ce sont ceux-là qui sont chargés de faire le travail pour les juges. Parce qu'en réalité, regardez bien, tous les juges qu'on a choisis, on parle de droit pénal international, aucun de ces juges n'a une seule fois participé à un procès pénal où on applique le droit pénal international. Donc on a pris des juges qui en réalité n'ont aucune expérience sur ce qu'on appelle le droit pénal international. Alors, quand ils ont fait cela, il fallait trouver des experts. Et on a fait venir des Occidentaux pour les pays qui ont financé le projet, des Belges, des Français, des Suisses. Oui. Et ce sont ceux-là qui encadrent les juges pour leur faire en catimini le travail. Et en fait, eux, ils ne se contentent que de mettre leur imprimature et leur signature. Y a-t-il une complicité entre les juges et les juges des chambres africaines extraordinaires et les avocats commis d'office? Vous savez, moi je dirais qu'en fait, les avocats commis d'office, et je pense qu'ils l'ont même dit dans leur plaidoirie, se sont rendus compte qu'en fait, on les a fait venir dans un procès où en réalité, on n'a pas cherché à leur donner les moyens d'assurer la défense du président Hissène Habré. Ça, ils s'en ont rendu compte une fois que le procès de première instance est passé. Ils se sont rendus compte qu'en réalité, ils étaient utilisés en tant que faire-valoir. Parce qu'ils ont venu dire à la procédure d'appel, au juge d'appel, qu'en réalité, en y réfléchissant, on se rend compte que dans cette affaire, nous sommes en fait des laissés pour compte. Voilà un procès, une affaire qui dure depuis plus d'une vingtaine d'années. Voilà des parties civiles qui étudient cette cause depuis 20 ans.
voilà des juges qui ont regardé le dossier pendant 10 mois avant de fixer l'audience. Et nous, on nous choisit au dernier moment en nous disant vous avez 45 jours pour aller batailler avec ceux qui ont étudié le dossier depuis 20 ans. Ils se sont rendus compte de ça et je pense qu'en appel, ils ont attiré l'attention des juges d'appel de ce qu'en réalité, les juges de première instance, comme les juges d'appel, ne les ont pas mis dans les conditions d'assurer une défense efficiente au président Hissène Habré. Et ils se sont rendus compte qu'en réalité, on ne cherchait pas à leur permettre d'assurer une défense du président Hissène Habré. Il s'agissait simplement, comme je l'avais dit, on les avait choisis pour compléter le décor, parce que je vous l'avais dit, le fait de vouloir coûte que coûte choisir des avocats contre la volonté du président Hissène Habré, c'était simplement parce que les bailleurs de fonds avaient dit aux chambres africaines extraordinaires, nous n'avons pas financé un procès pour qu'il n'y ait pas des avocats de la défense. Et je pense que c'était simplement le rôle d'être présent pour que le décor soit complet. Et l'implication du président Idriss Déby, comment vous le notez? Mais vous savez, en fait, Idriss Déby, c'est lui qui est le financier. Vous savez, dès le début, au début, on s'est rendu compte qu'en réalité, Idriss Déby, en donnant de l'argent, il avait pris la responsabilité d'être le directeur du procès. Dès l'instruction, vous savez, l'instruction n'a pas été close parce que les juges étaient arrivés à la conclusion que le travail était fini. C'est qu'à un moment donné, quand ils l'ont convoqué, parce que Idriss Déby est celui dont toutes les victimes qui ont été entendues ont ressassé le nom, lui ont toujours dit son nom dans tous les événements qui se sont passés au Tchad. Et le jour où ils ont décidé de le convoquer, il leur a dit, il a arrêté le financement et il a dit aux juges, écoutez, vous pouvez venir au Tchad quand vous voulez, mais désormais nous ne sommes plus en mesure d'assurer votre sécurité. Et à partir de ce moment, les juges, ayant compris le message, ont décidé malheureusement d'arrêter l'instruction, de le clôturer alors qu'il y avait des actes à faire. Ce qui montre que, en fait, Idriss Déby, c'est par son argent qu'il a payé pour que le procès du président Hissène Habré, qui est son adversaire, qui est sa victime, en fait, parce que Hissène Habré a été... puisque le président Habré a quitté le Tchad depuis les années 90. Oui, il a quitté le Tchad depuis les années 90, mais vous savez, madame, Hissène Habré est une icône. Aujourd'hui, on parle de Hissène Habré en disant crime contre l'humanité. On oublie que le Tchad n'a connu la paix de 1982 jusqu'en 1990. Et c'est grâce au président Hissène Habré que le Tchad, depuis 1990, est resté un pays stable, qui fonctionne, qui n'a plus connu de guerre civile. Donc je pense que le président Déby, il a peur de ce que représente le président Hissène Habré. C'est vrai qu'il a pu quitter le Tchad depuis 1990, mais Hissène Habré a fait beaucoup de choses au Tchad. Il leur a donné la stabilité, l'indépendance, il a fait fonctionner les institutions. Et vous savez, le président Déby, pour lui, pour être en sécurité, il pense qu'il faut qu'il arrive à mettre le président Hissène Habré en prison. En quoi le président Hissène Habré représente une menace pour lui? Parce que tout simplement, vous savez, le président Déby, il commence à avoir des problèmes au Tchad. Après avoir pris tout l'argent tchadien pour acheter des armes et pour aller guerroyer en Afrique pour le compte de la France-Afrique, pour le compte des Français, on l'a vu au Mali, on l'a vu au Niger. Aujourd'hui, vous savez, il se rend compte que la situation du Tchad est telle que, à cause du baisse du prix du baril de pétrole, il n'a plus les moyens qu'il faut pour faire fonctionner l'État tchadien. Et donc, il a estimé dès le début que l'objectif pour lui, c'était d'essayer de tout faire pour mettre le président Hissène Habré en prison, parce qu'il le prend comme un adversaire, parce qu'il le prend comme une menace. Et c'est uniquement pour cette raison, pour des raisons personnelles, parce que c'est un adversaire de Hissène Habré, parce que politiquement, il n'est pas du même bord que Hissène Habré, et parce qu'il a peur pour son pouvoir, et il a décidé tout simplement de venir au Sénégal, de donner de l'argent
et d'exiger en réalité le procès du président Hissène Habré avec les alliés occidentaux. Et comme on est entré dans la scène des politiques, le pouvoir sénégalais, qu'est-ce que vous lui reprochez dans ce dossier judiciaire par ricochet? Vous savez, en fait, ce que nous reprochons au pouvoir sénégalais, c'est-à-dire de ne pas respecter sa propre légalité. Vous savez, dans un pays qui a une idée très haute de sa justice, le premier acte à poser, c'est de respecter ses décisions de justice. Le président Hissène Habré a été traduit devant la justice sénégalaise. La justice sénégalaise a rendu une décision. Je pense que les Européens qui sont venus dire au Sénégal de le juger n'auraient jamais eu le courage, chez eux, pour une décision de justice rendue, de se permettre de dire non, il faut que cette affaire soit à nouveau jugée. Alors, ce que nous reprochons au Sénégal, c'est le fait de ne pas avoir respecté les décisions de ses propres juridictions, malgré le fait que la Cour de justice de la CEDEAO lui avait intimé l'ordre en lui disant « vous devez respecter l'autorité de la chose jugée qui s'applique à vos décisions qui ont été rendues dans l'affaire Habré ». Et le fait que aussi, ils ne l'ont pas fait. Et le fait que, aussi, même devant la Cour internationale de justice, on leur a dit que vous, le Sénégal, vous ne pourrez juger le président Hissène Habré que pour la période postérieure à 1990, parce que c'est à cette date-là que vous avez ratifié la Convention sur la torture et les traitements inhumains. Donc, en réalité, la période qui était antérieure à 1990 n'était une période qui ne pouvait pas faire l'objet d'une procédure compte tenu du fait que le Sénégal n'avait pas déjà ratifié cette convention. Et la Cour de justice, la Cour internationale de justice leur a dit que vous ne pourrez pas le juger parce que vous n'êtes lié par la convention que pour les faits qui sont postérieurs à la date de ratification. Et comme le Sénégal l'a ratifié au-delà de 1990, donc normalement, elle n'avait rien à voir. Et plus encore, quand le Sénégal est allé devant la Cour internationale de justice, la convention ne dit pas juger. Parce que les gens oublient que juger, ce n'est pas condamner. On peut juger relaxé, on peut juger condamné, on peut juger déclarer la procédure nulle. Quand la Convention ne dit pas de juger, la Convention dit que l'État dans lequel se trouve une personne, contre lequel des accusations sont portées et qui violent la Convention sur la torture et les traitements humains, l'État dans le territoire duquel se trouve cette personne a l'obligation de soumettre la cause à ses tribunaux. Mais le Sénégal l'a déjà fait. Et cela a abouti à un arrêt de la Cour suprême. Lequel? Qui a dit, cet arrêt, que les faits qui sont reprochés par le président Hissène Habré ne peuvent pas être jugés par la justice sénégalaise parce que le Sénégal n'a pas ratifié les instruments juridiques qui lui permettraient d'être compétent pour des faits qui se sont passés hors du Sénégal et dont les victimes sont de nationalité étrangère. Mais on s'est rendu compte qu'un État qui respecte sa justice, c'est simple, c'est de dire que ma justice a tranché, et comme on est dans un État de droit, on s'en tient aux décisions de justice. Et quand cet État aujourd'hui se réveille, malgré les décisions qui sont rendues par sa justice, se réveille pour aller à l'Union africaine, se réveille pour aller voir des Occidentaux, pour aller voir peut-être les ennemis de ce qu'on appelle les ennemis du président Hissène Habré, les Français, les Belges, les Suisses, pour leur dire, nonobstant les décisions qui ont été rendues par ma justice interne, je suis prêt à reprendre le procès du président Hissène Habré parce que l'Union africaine m'a donné le mandat de juger. Alors que la Cour de la CEDEAO avait dit au Sénégal, vous ne pouvez pas revenir parce que il y avait une première décision qui disait respecter les décisions rendues par le Sénégal. Ensuite, il y a eu une deuxième décision où il disait au Sénégal, vous ne pouvez pas revenir me dire qu'aujourd'hui vous avez un mandat de l'Union africaine pour juger le président Hissène Habré. Je vous dis et je le répète, le mandat dont vous me dites est un mandat nul et de nul effet parce que l'Union africaine n'a pas pour mission de venir s'immiscer dans une affaire judiciaire et que donc j'estime que votre mandat est nul et de nul effet. Ouais. Si malgré tout ça, l'État du Sénégal, en violation de ses propres décisions, en violation des décisions de la CEDEAO,
Et par le fait que le président Macky Sall est allé jusqu'à Paris, reçu par le président Sarkozy, il sort sur le plain de l'Élysée pour dire que l'affaire Hissène Habré sera jugée en décembre 2012. Si on voit tout cela, on se rend compte qu'en réalité, cette affaire, ce n'est pas une affaire judiciaire, ça reste une affaire strictement politique et c'est ce que nous représentons. Au plan politique, qu'est-ce qui devait être fait, puisque c'est une affaire politique? Non, c'est une affaire politique parce que c'est quoi? C'est des adversaires, des adversaires politiques, des gens qui ont été les adversaires du président Hissène Habré, oui, qui ont pris les armes contre son pouvoir, qui l'ont combattu et qui ont perdu. Ce sont ceux-là, après avoir perdu la bataille politique au Tchad, qui ont voulu transformer cette défaite politique en une affaire judiciaire, en venant transformer leur défaite, parce oui, qu'on ne peut pas prendre des armes contre un État organisé, contre un État légitime, oui, essayer de le combattre, et ensuite venir poser le problème de telle personne est responsable de ce qui s'est passé au Tchad, alors que ce qui s'est passé au Tchad, tout le monde le sait, c'est que c'est une guerre civile pendant 20 ans, où les Tchadiens, selon les ethnies, se sont organisés en mouvement politico-militaire, ont pris les armes, se sont fait la guerre, et heureusement le président Hissène Habré, pour l'intérêt du Tchad, a réussi à les battre, a réussi à unifier le Tchad, oui, et c'est pour ça qu'on dit, c'est cette défaite politique que les gens ont voulu transformer en affaire judiciaire. Si vous voyez bien l'audience qui s'est tenue, tous les témoins qui sont venus, c'est le président Idriss Déby qui l'a autorisé, qui a financé leur déplacement. Il y a des témoins qui n'ont pas été entendus parce que Idriss Déby a refusé qu'ils viennent au Sénégal. Et même quand la justice a demandé qu'on les entende par visioconférence, il a refusé. Donc c'est pour vous montrer. Pour quel motif? C'est-à-dire, simplement, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle la manipulation. Vous savez, une justice a pour objectif d'essayer de savoir ce qui s'est passé. Une justice, ce n'est pas une affaire où on essaie de faire, de jouer un jeu de cache-cache. Ouais. En disant, nous allons... Personne, les Sénégalais qui veulent juger le président Hissène Habré, ils ne connaissent pas le Tchad. Si maintenant vous voulez le juger, vous allez demander à Déby de vous donner des témoins et des parties civiles, mais soyez sûr qu'il vous donnera les adversaires du président. Et vous l'avez vu à la barre, des gens qui sont venus, témoins ou parties civiles, qui sont venus dire « Moi, je n'ai jamais reconnu le pouvoir de Hissène Habré. Pour moi, Hissène Habré n'a pas un pouvoir légitime. Je l'ai combattu par les armes, et ainsi de suite. » Donc, quand une justice fonctionne, en se permettant de s'en remettre à Idriss Déby, qui a choisi tous les adversaires de Hissène Habré, et il les a amenés ici en qualité de témoins. Quand les avocats commis d'office avaient fait une liste pour demander, voilà les personnes qu'on voudrait faire entendre, oui, mais la justice leur a dit non, le président Idriss Déby n'était pas d'accord pour que ces gens-là viennent. On a dit donc, entendons-les par visioconférence, et le président Idriss Déby a dit non. Je pense dans une justice qui se respecte, oui, quand vous constatez cette manière de faire, quand vous constatez qu'il y a des obstructions, je pense qu'une justice devrait pouvoir comprendre ce qui se cache derrière tout cela. Le slogan « L'Afrique juge ses fils » s'inscrit-il en porte-à-faux avec la procédure déclenchée contre le président Hissène Habré? Oui, mais ça renvoie à l'idée de l'Afrique de l'époque qui vendait ses enfants en esclavage. L'Afrique juge l'Afrique. Quelle Afrique? On parle de quelle Afrique? C'est un slogan de l'Afrique juge l'Afrique. Qui a donné de l'argent? Où sont les Africains qui ont donné de l'argent? Ce sont les Occidentaux qui ont donné de l'argent. Qui a rendu les décisions? Ce sont des experts européens qu'on a pris, qui sont venus exposer devant la justice des chambres africaines extraordinaires. Je me pose la question toujours de savoir où est l'Afrique. Où est l'Afrique? Parce qu'on a choisi des juges africains. Pour autant, on parle de chambres africaines extraordinaires. Oui, on parle de chambres africaines, mais on aurait voulu que ça soit une affaire africaine. Human Rights Watch, qui a guerroyé depuis 20 ans
pour que cette affaire soit... Je ne pense pas qu'il représente les intérêts de l'Afrique. Moi, je dis, si c'est les slogans « l'Afrique qui juge l'Afrique », ça me rappelle les slogans qui consistaient aussi. Il y a des Africains qui vendaient les Africains en esclavage. Je pense qu'on n'est pas très loin de cette logique. Au final, à quel genre de verdict faudrait-il s'attendre à l'issue de ce procès en appel? Vous savez, nous, ce que nous savons, c'est que le procès, l'objectif est connu dès le début, parce qu'en entendant ceux qui doivent juger, ils disent qu'il faut juger les infractions et les auteurs d'infractions au Tchad de 1982 à 1990. Donc eux-mêmes, ils sont déjà d'accord qu'il y a des auteurs, qu'il y a des infractions. Alors que nous, ce que nous savons d'une justice, c'est que dès le début, il n'y a rien, il n'y a que des faits. Et c'est après la fin de la justice qu'on saura s'il y a des responsables. Si vous entendez, on vous dit, jugeons les coupables des exactions et des traitements inhumains qui se sont commis au Tchad. Donc dans leur état d'esprit, l'objectif c'est que le président Hissène Habré est coupable. Avant que l'audience ne commence, il ne reste simplement qu'à appliquer la peine. Nous, ce que nous savons, c'est que nous savons c'est une justice à la commande, c'est une peine à la commande. Et je vais vous dire pourquoi. Vous savez, quand la Chambre a rendu sa décision en disant que le président Hissène Habré est condamné à perpétuité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le président Macky Sall. Je pense que les chambres africaines, c'est la justice. Une décision de justice qui est rendue ne devrait pas intéresser le pouvoir exécutif dans un état de droit. Mais c'est le président Macky Sall, encore une fois, sur RFI, en France, qui a dit, écoutez, je trouve que la peine est trop lourde et excessive. C'est comme s'il disait à ceux à qui on avait chargé la mission, en fait, ce n'est pas ce qu'on vous avait demandé. Et je pense que, ayant dit cela, on verra la décision d'appel. Comme il a jugé que cette peine de condamnation est trop sévère, eh bien, on s'entend, comme c'est lui le commanditaire, on s'attend à ce que les juges comprennent ce qu'il veut leur dire. Comment c'est lui le commanditaire? En quoi donc peut-il s'intéresser à une peine rendue par la justice pour venir... Il y a combien de décisions qui sont rendues au Sénégal? Pourquoi dans l'affaire Habré, il trouve l'intérêt d'aller à RFI et de dire qu'il trouve que la décision est excessive et qu'il trouve qu'elle est trop lourde? Alors, je pense que... Au cours de cette même interview sur les antennes de RFI, il avait parlé d'une possibilité pour Karim Wade d'être élargi de prison. Oui, mais l'affaire Karim Wade est politique. L'affaire Hissène Habré est une affaire politique. Pas, si vous voyez il y a peut-être 150 000 affaires qui passent devant les juridictions au Sénégal. Si le président Macky Sall en prend que deux, l'affaire Karim Wade et l'affaire... Il y avait aussi l'affaire Imam Sey. Imam Sey. Il avait même jugé sa peine trop petite. Vous avez vu ce qui s'est passé. Eh bien, en appel, on lui a ajouté une peine de 2 ans. Nous, ce que nous disons, c'est-à-dire, vous savez, ce sont ces faits qui révèlent l'intention de ce que nous estimons être les adversaires dans cette affaire. Parce qu'en réalité, si c'était une décision de justice uniquement, si c'était une affaire strictement judiciaire, je ne pense pas que le président Macky Sall ait intérêt d'aller en France pour parler de l'affaire Hissène Habré. Et maintenant, demain, le 27 avril, quand la décision de la Chambre va tomber et qu'on se rendra compte, on a enlevé la peine de perpétuité pour prononcer une peine de 20 ans ou de 15 ans, et vous comprendrez donc qu'en réalité, qu'il y a un commanditaire, parce que si ce n'était pas le cas, je ne pense pas qu'ils viennent dire à ceux qui ont jugé, vous avez eu la main trop lourde, comme si on leur avait demandé de faire autre chose et ils ont fait ce qu'on ne leur a pas demandé. Dans les clauses de la sanction pénale, y a-t-il une possibilité pour que l'ancien président tchadien, Hissène Habré, purge sa peine ou bien le reste de sa peine au Tchad? Vous savez, je dis souvent que le président Hissène Habré, on ne lui a jamais rien demandé. On a fait un statut où on ne lui a rien demandé. Le Sénégal a signé avec l'Union africaine, a signé avec le Tchad. Pour vous répondre, je vous dirai simplement ce qu'il y a dans les statuts. Dans les statuts, on dit le président Hissène Habré condamné
pourra exécuter sa peine dans l'un quelconque des pays membres de l'Union africaine. Donc, on attend de voir... On pourrait donc envisager cette possibilité. C'est ce qui figure dans les statuts. Parce que le Tchad est dans l'Union africaine. Peut-être c'est une forme détournée, peut-être de le remettre à son adversaire plus tard. Parce que on ne dit pas que c'est lui qui doit choisir. On dit simplement qu'il est possible que la peine soit exécutée dans l'un quelconque des pays africains. Peut-être que c'est une forme détournée, plus tard, de le remettre à son adversaire, le président Idriss Déby. Après le combat consacré aux sanctions pénales, il reste celui du volet civil pour lequel le président Habré devra payer 10 voire 20 millions de francs CFA à chaque victime dans un chiffre de plus de 30 000. Comment vous l'élaborez ou bien vous l'envisagez? Non, vous savez, en fait, vous savez, une décision doit rester raisonnable. Je pense qu'une décision de justice doit... Et je pense qu'en fait, vous savez, les juges d'appel, en réalité, ils n'ont pas eu quand même la possibilité de rendre une décision qui soit conforme aux statuts. Vous savez, les statuts ont dit que les réparations, s'il doit y en avoir, devraient être puisées dans un fonds de contribution volontaire des États qui ont décidé de faire ce procès. Et les juges de première instance, malheureusement, malgré cela, ont décidé d'écarter ce fonds en disant qu'en fait, les indemnités de 30 à 40 milliards qui ont été allouées aux parties civiles devraient être supportées par le président Habré sur son patrimoine personnel. Or, au cours de l'enquête, ils se sont rendus compte de la réalité du patrimoine du président Hissène Habré. Et je pense que ça montre qu'en réalité, voilà des juges qui se permettent, selon leur bon vouloir, d'écarter même les dispositions qui figurent dans les statuts. Parce que quand les statuts vous disent qu'il y a un fonds de réparation, je pense que rien ne doit vous empêcher de mettre les condamnations à la charge du fonds de réparation. Mais c'est cette manière, vous savez, le problème dans cette affaire, c'est que c'est la première fois dans une affaire c'est les juges qui décident la loi qu'on applique. D'habitude, les lois sont votées par l'Assemblée et c'est les juges qui sont chargés de l'appliquer. Mais voilà une affaire où c'est le juge lui-même, en fonction de ses intérêts en présence, qui applique soit le code pénal quand ça l'arrange. Quand maintenant c'est le président Hissène Habré qui a avantage à ce qu'on applique le code pénal, on dit non, on n'applique plus le code pénal, on applique la jurisprudence des tribunaux internationaux, parce que les statuts disent on applique le code pénal, ou bien on applique le droit international, ou bien on applique la jurisprudence des tribunaux internationaux. Et on s'est rendu compte qu'à chaque fois, quand ils veulent le faire amener de force, ils viennent nous dire que le code pénal dit dans son article que le prévenu peut être amené de force. Oui. Et souvent, quand on leur demande de ce que maintenant, dans les juridictions internationales, les prévenus ne sont pas forcés à comparaître, on dit qu'on applique le code pénal. Quand le code pénal n'est pas favorable, on applique. Et c'est cette manière qui a permis à ce que les juges n'aient respecté aucun des droits de la défense, n'aient respecté aucun des droits dont le président Hissène Habré avait droit, parce qu'à chaque fois qu'il en soulevait un, quand ça ne les arrangeait pas, ils l'écartaient et ils allaient appliquer l'autre. Et c'est cette façon de ping-pong où je dis que c'est la première fois dans le monde que je vois une juridiction où c'est le juge lui-même qui choisit la loi qu'il doit appliquer. Je vous remercie, Maître Ibrahima Diawara. Je rappelle que vous êtes avocat à la Cour et conseiller de l'ancien président tchadien Hissène Habré et que vous étiez notre invité dans l'émission Opinion. Je vous remercie, madame. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à Cheikh Tidiane Diop qui a réalisé du point de vue technique cette émission. Merci à Ousseynou Sall pour la décoration et Oustaz Hassan Diouf pour la coordination. Excellente semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.